Bonsoir à tous, il est 18h, on est le jeudi 21 novembre et c'est l'heure de Jeudi Tout. Bonjour Olivier Chalaguier. Bonjour Abdel. Comment ça va Olivier? Super. On va rappeler que vous êtes conseiller en communication politique et que vous êtes chef d'entreprise, bien évidemment, à Nîmes également, d'une agence de communication. Et vous êtes avec nous, comme tous les jeudis, pour débattre autour de 3 sujets d'actualité. On y va Olivier? Débattons. Allez, on va démarrer par le premier sujet, c'est l'avenir des Halles de Nîmes. Je contextualise rapidement comme chaque jeudi. Alors vous avez suivi, je présume, l'actualité sur Objectif Gare, Olivier, l'anniversaire des 140 ans des Halles. Il y a quelques jours, bon ça va pas rester dans les annales, hein, entre tensions avec les étaliers, refus de leur laisser dire un mot au micro, on peut dire que la mairie n'est pas sortie très grandie de cet épisode. Alors en même temps, difficile de comprendre parfaitement tous les reproches des commerçants parce que la rénovation des Halles est quand même une bonne nouvelle, non? Oui. Alors, moi là-dessus, j'ai participé à l'anniversaire. L'anniversaire s'est étalé sur plusieurs jours, donc je suis allé le jeudi, j'ai vu ce qui s'est passé. Je n'étais pas là le dimanche, mais j'ai vu ce qui s'y est passé. J'ai lu ce qui s'y est passé. Le jeudi, franchement, c'était pas aussi festif qu'une nocturne peut l'être de ce qu'on a connu. On sentait un public un peu obligé d'être là, voilà. Il y avait du monde un peu, hein, mais le public se sentait un petit peu obligé. C'était pas très festif. Un service de sécurité moi que j'avais jamais vu ça et qui était pas très sympathique non plus. Ah bon? Ah oui. Des étaux qui étaient beaucoup fermés, hein, dans des travées. Ça c'était jeudi soir pour la nocturne. Oui, pas d'animation musicale à l'intérieur. Franchement, c'était pas très drôle. C'était pas terrible. Non, en fait, c'était plus la fête du comptoir des Halles que des Halles en elles-mêmes. Le dimanche, j'ai lu ce qui s'est passé. J'ai lu le beau message qu'avait transmis le représentant des Halles lors de l'inauguration, de la célébration des 140 ans. J'ai vu qu'il y avait énormément de monde et j'ai vu qu'effectivement qu'il y avait eu ces tensions avec la ville. Après, moi, je rentrerai pas là-dedans parce que je ne sais pas d'où c'est parti et quels sont les arguments des uns et des autres. Ce que je peux dire aussi, par contre, c'est que quand les Halles se mobilisent, les Halles mobilisent. Mobilise beaucoup de monde, c'est très attendu, donc c'est vraiment un repère nîmois, ça tout le monde le sait, et qui continue d'exister. En revanche, qu'il faille rénover les Halles, c'est une nécessité effectivement technique, mais au-delà, je pense qu'il faut avoir une réflexion plus globale sur les Halles, quitte à déplacer les étaliers pour quelques mois, visiblement. Après, c'est compliqué peut-être de faire cette rénovation sans déplacer des étaliers. Bien entendu, mais la rénovation, est-ce que c'est simplement une rénovation technique avec quelques replâtrages et de jolies vitrines? Est-ce que c'est pas la réflexion plus globale d'un vrai projet de centre-ville? Parce que les Halles, qu'on le veuille ou non, c'est le poumon du centre-ville et il s'inscrit en tout cas dans une dynamique de centre-ville et quand on est à l'approche des élections municipales, moi j'invite les candidats à avoir un vrai projet de ville, donc de centre-ville et à l'intérieur de lesquels les Halles doivent inscrire leur avenir. Même à faire cette rénovation-là, il faut inscrire les Halles dans les 40, 50 prochaines années. Ça veut dire que est-ce que le projet que là on va replâtrer pour quelques années va tenir le coup pour les 50 prochaines? Et ne vaut-il pas mieux se poser la question, quel centre-ville veut-on? Qui veut-on accueillir? Qui nous fait vivre? Et donc, plus globalement, est-ce que les Halles stricto sensu telles qu'on les connaît aujourd'hui suffisent? Et est-ce que ça peut pas être un autre projet plus ambitieux? 2 choses quand même. On sait mener des projets bien ambitieux. Bien sûr, Olivier. 2 choses quand même. Alors, je vais être un peu provoquant. Est-ce que les Halles, c'est toujours aussi populaire qu'avant? Alors, les Halles se transforment. Les Halles que nos parents... Je dis ça par rapport à la crise du pouvoir d'achat, oui. Les difficultés pour les gens. Peut-être que les Halles, ça reste un peu cher, peut-être pour tous les mois. D'abord, sur le plan de l'usage, les Halles que nos parents et nos grands-parents ont connues ne sont plus les mêmes. Avant... Il y a quelques générations, on allait aux Halles tous les jours de la semaine pour se servir parce qu'on mettait pas au frigo, parce que voilà, on a consommé du produit frais. Aujourd'hui, les Halles, c'est devenu un produit qui se consomme essentiellement le jeudi, plus vraisemblablement le vendredi, samedi et dimanche en haute de consommation. C'est devenu un concept de vie où, quand on a fini la semaine et on l'a fini vers le jeudi soir. On va faire ses emplettes. On rencontre les copains, on fait l'apéritif. Exactement. Et puis on participe au circuit court. Et on achète des produits haut de gamme. Donc, ça veut dire que pour qui sait s'adapter à la clientèle, il y a toujours une vie. Mais voilà, il faut que les Halles évoluent. Moi, je viens de Porto.
où j'ai passé quelques jours. J'ai découvert les halles de Porto. Alors, je dis pas qu'il faut refaire les halles de Porto à Nîmes, bien entendu, mais voilà, quand on est dans les halles de Porto, on comprend qu'il y a eu une vraie réflexion de ville, une vraie réflexion de quartier et une rénovation totale qui fait que ces halles sont un poumon dans la ville, sont un écrin aussi touristique. Ils ont donné toute leur place aux produits locaux et la culture locale en termes de gastronomie, mais il y a aussi des restaurants sur les coursives. Moi, je pose la question, est-ce que quand on pose la question de l'avenir des halles dans la ville, on sait pouvoir répondre? Moi, je pose la question de l'avenir du centre commercial de la Coupole dans la ville. Ça, je ne sais pas y répondre. Et peut-être que demain, il y a une réflexion plus globale à mener sur ce pavé. On en reparlera notamment avec les annonces de Valentine Volbert qui a fait, je crois que c'est ce soir ou c'était hier soir, fait une soirée avec les 50 nouveaux commerçants du centre-ville sur cette année 2024. Mais on en reparlera sur l'attractivité et la dynamique du centre-ville. On passe à un deuxième sujet. À laquelle mon fils est convié pour derrière l'église. Eh ben voilà, parfait. Et deuxième sujet pour cette semaine, finalement on va rester dans Nîmes puisqu'il s'agit de la feria qui est aussi moteur dans l'attractivité de la ville. Dans quelques jours on connaîtra le prochain délégataire des arènes en charge de l'organisation des spectacles taurins de 2025 jusqu'à la fin de l'année 2028. Finalement c'est un choix qui arrive un peu au moment où il y a des menaces à nouveau sur la corrida. On voit ce qui s'est passé au Sénat avec la proposition de loi pour interdire la corrida aux mineurs de moins de 16 ans qui n'est pas passé. Et lors des municipales, je me souviens de 2020, vous avez fait tout un travail, vous, avec votre organisation, pour travailler sur l'avenir de la feria de Nîmes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, Olivier, aujourd'hui? Alors, plusieurs choses. D'abord, je voudrais faire une petite parenthèse avant de développer l'avenir de la feria. J'ai fait la fiche de la feria, enfin mon agence, Terra Luna, a signé la fiche de la feria en 2014. Je m'en souviens, elle était très belle. Oui, j'espère. En tout cas, aujourd'hui, je suis excessivement heureux de voir que c'est Jules Millot qui a été sélectionné pour réaliser l'affiche. C'est un jeune qui est bourré de talent. On n'imagine pas la chance qu'on a encore d'avoir un talent pareil dans notre ville. Et je suis alors je suis pas le seul, mais très heureux, je le connais depuis très longtemps. J'ai eu la chance de le croiser. Il était encore tout jeune adolescent lors d'une corrida de José Thomas en Espagne. On avait déjeuné ensemble et ce jeune est bourré de talent, bourré de richesse intérieure. C'est une très belle idée, et je en crois tout cas pour vous, de la ville de Nîmes. Une vraie synthèse de ce qu'est aujourd'hui Nîmes, c'est-à-dire ce croisement de pays méditerranéens, de l'autre côté de la Méditerranée, mais aussi de l'Espagne, de la culture camarguaise, de la finesse et de la détermination, de la tauromachie. Enfin, il synthétise tout ça à merveille. Un mot rapide sur la feria. Alors, la feria. Que vous dire sur la feria? Nous, on avait fait un projet, je crois qu'il est toujours d'actualité. Je pense que je vais être très rapide, pas sur le constat, mais sur les propositions. Sur le plan de la tauromachie, parce que la tauromachie est essentielle dans la feria, elle est centrale. Une présidence commune, une présidence unique, ou en tout cas un collège, un président ou un collège, avec une politique taurine écrite, engagée. Une forme de charte par la ville et si possible partagée par l'association des clubs taurins. Partagée. C'est-à-dire que de la même façon que certaines places peuvent s'engager pour être une place touriste, où on met en valeur le taureau. Exactement. C'est ce qui n'est pas le cas de Nîmes. Oui, bien sûr. Aujourd'hui en tout cas, mais en tout cas un engagement sur une qualité de prestation, sur la valeur des trophées. Voilà, parce qu'aujourd'hui à Nîmes, on a les trophées en fonction du président sur qui on tombe, voilà, etc. Il y a plein de déclinaisons possibles. Je vais pas rentrer dans ces détails-là, mais c'est la première des choses. Deuxième des choses, la feria, c'est le partage et la transmission. Donc le partage de l'amitié et la transmission de nos cultures. Transmission, moi je suis pour une corrida de la transmission, c'est-à-dire plutôt que de distribuer le nombre de places colossales que la ville distribue à chaque spectacle, ainsi que la DSP, la délégation de service public, dispose de places qu'elle distribue aussi gracieusement. Plutôt que de disposer de ces places gratuites, on les remet dans le pot commun et on en fait
une corrida sur laquelle on permet à des adultes d'accompagner un jeune, enfant ou adolescent, pour transmettre sa passion de la tauromachie. Et le jeune ne payerait pas. C'est-à-dire qu'on achète à une l'achat place, de la place adulte, on en a deux. Voilà, c'est très simple, c'est Très très bonne idée. basique, mais ça fonctionne. Ça permet d'avoir pas forcément des spectacles de qualité. Il suffit d'avoir pas des gros taureaux. On cherche. Voilà, là c'est justement l'organisation, expliquer, comprendre. C'est la première chose. Et la dernière idée? Oh non, il y en a plein d'autres. Ah oui, je vais aller mais jusqu'au bout. une idée forte. Idée extérieure, la musique. Gestion de la musique. Il est insupportable d'avoir des mêmes établissements dans une même rue qui diffusent une musique différente avec des sonos assourdissantes. Si on veut pouvoir faire revenir les gens, il faut une musique par rue et gérer de façon collective. Ça fonctionne dans le sud-ouest, ça fonctionne en Espagne. Il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas à Nîmes et c'est pas les commerçants qui décident, c'est la ville qui décide. Voilà, par exemple, après, il y a plein d'autres idées. Mais on y reviendra. L'équestre. La tauromachie est menacée, elle est fragile. Oui, c'est vrai. Mais elle est centrale. Mais il faut quand même penser à l'avenir et ouvrir un peu. Et notre culture, c'est le taureau, mais c'est aussi le cheval. Et faire venir les écoles de Rérez, les écoles andalouses, etc. On pourra en parler des heures Il y a et des beaucoup heures, de choses à faire Olivier, pour l'avenir de mais la on forêt. y reviendra parce que je sais que c'est un sujet qui vous passionne et sur lequel vous avez beaucoup d'idées, mais on en reparlera, Et Olivier. à l'heure où les candidats commencent à se préciser, moi je suis favorable à ce qu'il y ait un poste d'élu en charge de la feria. Pas élu à la tauromachie. Un élu en charge de du feria. la feria et de l'organisation de la feria. Et pour pouvoir monter, par exemple, des Et partenariats bien sûr. public-privé. Exactement. Le troisième sujet, un sujet plus national, c'est l'indépendance de la justice. Dans l'affaire des assistants parlementaires du Front National, le parquet vient de requérir à l'encontre de Marine Le Pen 5 ans de prison, dont 3 avec sursis, 300 000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité avec, c'est important la précision, exécution provisoire. Une décision que s'est été prononcée par le tribunal rendrait impossible sa candidature à la présidentielle 2027. Vous vouliez y revenir parce qu'en fait, c'est pas la première fois que la justice s'invite dans le débat politique. On l'a vu avec François Fillon lors des précédentes élections en 2017. Et on pourrait parler également de l'affaire de Jérôme Cahuzac, qui était ministre à l'époque de François Hollande. C'est une vraie menace aujourd'hui, l'insertion de la justice dans le débat politique et dans les échéances électorales à venir. Oui, c'est une vraie menace. Il faut se mettre à la place des gens. L'incompréhension qu'il y a de certaines décisions de justice. Lorsqu'on voit... Vous citiez Jérôme Cahuzac. Jérôme Cahuzac, c'est fraude fiscale, blanchiment d'argent, enrichissement personnel. Un ministre d'État. En charge du budget, en plus, et je qui crois. ment devant la représentation nationale. Bon, il n'y a pas parjure en France, mais il ment devant la représentation nationale. Il écope moins que ce qu'on demande en charge à Marine Le Pen. Moins. Il a été condamné à moins que ça de peine de prison et autant d'inéligibilité. Alors, est-ce que Marine Le Pen, moi je ne défends pas Marine Le Pen, qui ne s'est pas enrichie personnellement, qui a fait une pratique que tous les partis ont faite, tous. Et moi, j'invite les responsables politiques locaux à venir dire que c'est pas vrai. Parce qu'ils le pratiquent aussi ici. Et on le sait tous. N'est-ce pas, Abdel? On sait très bien qu'il y a des politiques qui ont des emplois fictifs chez nous. Comme ailleurs. Voilà. Aujourd'hui, mais bien sûr, aujourd'hui, elle paye, elle, un lourd tribut. Mais au-delà de sa personnalité, on s'en moque, j'allais dire. Au-delà de la mort politique qu'elle va avoir. C'est le résultat qui va peser Bien sûr, c'est sur les élections françaises. Que ça peut avoir. Parce que je pense que les gens qui ont pris ces décisions, les irresponsables qui ont pris ces décisions... Alors attendez, c'est des réquisitions, Olivier. Oui. C'est pas encore décidé quand même. Il y a la décision de prendre la réquisition. Il y a quand même une décision de prendre la réquisition. Après, il y avait quand même un système qui avait été mis en place quand même, Olivier. Non mais, quand même, en Europe, il y y avait quand même un système qui avait été mis en place par le Rassemblement national. Elle doit être condamnée, il n'y a pas de problème. C'est l'inéligibilité et l'insertion dans la vie politique. On dit que la justice est indépendante. Tout le monde sait qu'elle ne l'est pas. C'est totalement hypocrite parce que tout le monde sait qu'elle ne l'est pas. Après, c'est quand même les parlementaires qui ont décidé à l'Assemblée nationale de mettre en place ces mesures d'inéligibilité, etc. Enfin, tout ça, c'est quand même les parlementaires qui l'ont inscrit dans la loi. Oui. Non, mais non, mais la justice ne fait qu'appliquer la loi.
Ben, la justice ne fait qu'appliquer la loi. Non, la justice, elle applique la loi en fonction de qui elle a en face de lui. Non, mais je suis navré. Mais lorsque des juges, c'est attention qu'on. Oui, vous mettez pas dans le même sac tous les magistrats. Je mélange pas la justice. Ne faites pas de l'essentialisation. Et certains juges commencent à être nombreux malgré tout, qui se sont prononcés, par exemple, pour voter pour la France insoumise lors des dernières élections législatives. Ben, voilà, on dit que la justice est indépendante, mais les juges, par contre, eux, ils peuvent être complètement accolés à un parti politique, et ça gêne personne. C'est ça, cette hypocrisie-là, latente, qui commence à gonfler tout le monde, très clairement. Et voilà, et encore une fois, à travers ces réquisitions du procès Le Pen, je pense qu'on a franchi encore un palier supplémentaire où la justice veut mettre son grain dans le résultat d'un scrutin. En début d'année prochaine, on aura effectivement le résultat du tribunal. Et bien évidemment, on va rappeler qu'en attendant, Marine Le Pen, elle est présumée innocente et qu'elle aura la capacité de faire appel de la décision si en première instance, la décision ne lui convenait pas. Bien entendu. Merci beaucoup, Olivier Jalaguier, d'avoir été avec nous ce jeudi. On se dit à jeudi prochain. Si vous voulez bien. Merci à tous d'avoir suivi ce nouveau numéro. On va remercier Romain Curat pour la réalisation de l'émission. On va se donner rendez-vous lundi à 12h30 pour une nouvelle semaine d'informations. Alors avec nous lundi, vous le regarderez probablement, Olivier, c'est Romain Engelras qui sera avec nous, le président des jeunes agriculteurs du Gard. Bien évidemment, une semaine après la mobilisation des agriculteurs, on fera le point avec lui. Et puis le soir, c'est le sénateur Laurent Burgoa qui sera dans le Club Soir et répondra à toutes nos questions. Passez un très bon week-end. À lundi, 12h30.